On les retrouve, nos chers invités, Kofi Nayote Kondo, Germain Pouli et Louis Kamako pour la suite de votre émission Regard croisé. On est à Bamako, au Mali. L'une des tâches du gouvernement de transition du Mali est l'organisation d'un référendum constitutionnel. Mais dans le pays, l'avant-projet de constitution fait débat. Le texte est durement critiqué par une frange de la société civile et de la classe politique. Dimanche, l'Alliance pour la démocratie au Mali, ADEMA, a même officiellement demandé de suspendre momentanément le processus de révision. L'ADEMA demande au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, de ranger dans le tiroir l'avant-projet de constitution et d'obtenir un large consensus avant un autre document. Le texte, dans sa version actuelle, comporte des risques de tension, voire de division profonde des Maliens, ajoute l'un des principaux partis politiques du Mali. Alors, lui, Kamako, est-ce qu'on peut dire que la révision de cette constitution fait déjà débat au Mali? Oui, ça fait débat. Et comme tu viens de le dire, il y a un parti politique de l'opposition qui demande de suspendre justement ce projet de révision. Et il trouve que il y a des tests qui créent justement la division entre les Maliens. Mais quand vous feuilletez un peu, quand vous poussez un peu vos recherches et vous tombez sur le projet de rédaction, l'avant-projet justement de cette constitution-là, vous allez découvrir qu'en réalité, c'est une constitution qui comporte aujourd'hui 195 articles. Contre 129 de la constitution actuelle qui date de 1992. Donc aujourd'hui, comme tu l'as dit, l'un des chantiers phares de ce gouvernement de transition, c'est justement d'arriver à un référendum constitutionnel. Donc c'est à cela qu'il s'attelle. Maintenant, quand vous voyez aujourd'hui le projet tel que je le dis, je crois que le texte mentionne clairement en fait l'affirmation malienne. Ça veut dire que dans le texte, il est dit noir sur blanc que le Mali ne sera jamais un État fédéral. Et donc ça rejoint justement ce qui a été conclu dans le document signé en 2015. En 2015 justement pour mettre fin aux rébellions indépendantistes du Nord et pour que le Mali ne soit pas justement objet de division entre les Maliens. Donc ça veut dire qu'en réalité, cette partie-là ou bien ce changement intervenu dans la nouvelle constitution répond en réalité à la critique ou bien répond à l'inquiétude de cet opposant-là. Donc quand vous allez loin également, la constitution, mais la nouvelle constitution en vue, prône également la laïcité de l'État. Et donc, les Maliens ont compris qu'il n'y aura pas que l'islam au Mali. Donc, il faut donner libre cours à tous les citoyens d'adorer. C'est ce qui est dit. Est-ce que dans la réalité, les gens acceptent cela? Oui. Les gens n'acceptent pas, c'est-à-dire, je dis, c'est un projet de loi, c'est un projet de constitution. Donc, quand il y a un parti qui se lève et dénonce déjà, il va falloir justement qu'on essaie de relever les points saillants de cette nouvelle constitution-là pour justement jauger, pour justement permettre aux lecteurs ou bien aux téléspectateurs de faire la part des choses, de voir qui a raison et qui n'a pas raison. Et donc, quand vous voyez aussi, il y a le côté langue qui est privilégié justement dans cette constitution-là. Aujourd'hui au Mali, le français c'est une langue officielle et en dehors de cette langue-là, il y a 13 langues qui sont parlées, qui sont enseignées dans les écoles. Mais dans la nouvelle constitution, les autorités de transition trouvent que non seulement le français sera officialisé, mais aussi les 13 langues nationales là qui sont enseignées et parlées dans les administrations seront également officialisées. Donc c'est une façon en fait de dire que le Mali veut justement constituer une nation. Quand on parle de nation, c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est d'arriver à mettre les citoyens dans une seule direction dialectique, c'est-à-dire que tout le monde arrive à parler la même langue. Il faut que les langues nationales aient beaucoup d'approbation. Donc, c'est aussi ça. Donc, je pense qu'en grosso modo, c'est ce que dit le nouveau projet de la Constitution. Maintenant, ce que dénonce l'opposant aussi, je pense qu'il va falloir qu'on attende d'abord
que la constitution soit en fait totalement rédigée et promulguée pour que on trouve des failles. Mais je pense que cette critique-là, elle est très tôt pour... Elle est trop tôt. Elle est intervenue trop tôt. Et quand c'est comme ça, ça n'arrange pas en réalité les Maliens. Parce que plus les critiques abondent, ça donne en fait plus le gouvernement de transition va durer au pouvoir. Parce que lui, ce gouvernement de transition-là a justement une mission. C'est d'arriver justement à ce référendum constitutionnel-là, régler les problèmes qu'il faut pour organiser l'élection présidentielle et retransmettre ou bien donner le pouvoir aux civils. Maintenant, si des voix commencent pas à s'élever, si des Maliens sont vent debout contre ce qu'ils sont en train de faire, je pense qu'ils sont en train de lui mettre le bâton dans les roues. Et ça confirme leur dureté au pouvoir. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas que, tout à l'heure, on a parlé de la démarche, il y a le parrainage également, Parti pour la Renaissance nationale, cher Kofi Nayote Kondo. Ce parti avait déjà recommandé l'abandon du projet. Il dénonce notamment la nouvelle formulation de l'article sur les conditions à remplir pour être candidat à l'élection présidentielle. Le parrainage parle aussi de stigmatisation inutile des Maliens expatriés et de leurs enfants. Ça devient compliqué. Ça fait 2 parties déjà. Vous savez, d'abord, il y avait eu une assise nationale qui ont posé les bases de l'élaboration de cette nouvelle constitution. Et si on me dit que la nouvelle constitution s'écarte des principes de départ qui ont sous-tendu les travaux de l'assise nationale, je comprendrai. Maintenant, si on est en train d'avancer sur un processus qui doit mener vers la constitution d'une nation malienne, et que des partis politiques lèvent encore le doigt pour s'opposer, je ne comprends pas. Soit que leur ambition est de mettre en déroute la junte qui est là, ou soit faire perdurer la junte au pouvoir pour que, après tout, la communauté revienne en charge pour dire que c'est ça. Voilà, ça n'arrange à rien les Maliens. Je crois que ce qui est important aujourd'hui pour la classe politique malienne et les forces vives des Maliens et du Mali, ils doivent comprendre que nous sommes un cas particulier. Nous avons une communauté derrière nous et nous sommes très regardants aujourd'hui. Le Mali est très observé par beaucoup de pays. Et donc, comment faire pour que nous puissions arriver à transférer le pouvoir aux civils aujourd'hui? Ça doit partir par une constitution qui doit nous permettre d'aller dans une élection libre, transparente et crédible. Et donc, si la jeune s'est engagée dans cette dynamique, comment nous devons l'accompagner? Travailler, accepter les choses, mais faire des observations, envoyer des correspondantes pour que les choses puissent être dans les meilleures conditions. À part de cet instant, je crois que ce qui est politique qui divise les Maliens doit être traité de façon consensuelle, et les points divergents, y compris les questions de langue, y compris les questions de la diaspora malienne, y compris, ou bien des questions des critères pour être candidat aux élections, je crois que c'est des trucs qui vont être trouvés lorsque la constitution serait posée, serait votée. Et puisque là-bas, si nous ne sommes pas d'accord, le référendum suppose oui et non. Donc, pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec ce test? Nous allons formuler les recommandations, mais ne pas dire qu'il faut arrêter le processus. Arrêter le processus, c'est faire croire que nous voulons constituer un blocage à l'évolution du processus qui est engagé. Je crois que si aujourd'hui... Au même moment, ça peut être un discours politique parce qu'il faut mettre la barre très haut pour pouvoir avoir peut-être un peu de consensus. Oui, ben, est-ce qu'aujourd'hui le consensus fait défaut? Est-ce qu'il y a une partie qui s'oppose, qui refuse de dialoguer avec l'ensemble des Maliens? Je ne trouve pas ça du côté de la junte et de même pour les partis politiques. À moins qu'on dit il faut arrêter. Mais pourquoi il faut arrêter le processus? On ne le formule pas clairement. Je crois que ce comportement politique, politicien,
n'arrangerait pas le Mali à aller vers l'harmonisation des choses pour pouvoir constituer un État fort. Puisque si nous voulons, si ça doit être continué, vous allez voir que les oppositions ou les groupes rebelles vont se multiplier davantage et on penserait que la junte ne remplit pas ses missions. Mais logiquement, à mon avis, que ce soit la classe politique ou bien la société civile, ce n'est même plus une raison aujourd'hui de constituer un blocage pour cette junte. Il faut l'accompagner. Comment nous devons l'accompagner? C'est cela que nous devons définir. Et que les partis politiques doivent avoir leur creuset de discussion. Les terroirs pour discuter, la société civile, les terroirs pour discuter. Donc, je crois que le pays se dirige seulement sur un écluse de 3 acteurs. Le parti au pouvoir, ceux qui dirigent, les partis politiques de l'opposition, je les appelle les minoritaires, et puis il y a les forces vives, comme les syndicats et la société civile qui doivent se retrouver aussi pour harmoniser leur point de vue. Et donc les 3 acteurs vont se retrouver pour dire, ok, qu'est-ce qui nous divise? Voilà ça, voilà ça. On trouve le consensus, on avance. Les Maliens ont tous souffert pour qu'aujourd'hui, chacun tire les ficelles dans son camp, etc. Alors, Germain Pouli, comme on l'a dit, il y a la dément, il y a le parrainant. On a également parlé de certains membres de la société civile qui sont contre cette nouvelle constitution du Mali. Ça fait déjà polémique. Est-ce que vous pensez aussi qu'il n'y a pas de dialogue entre les frères maliens? Bon, est-ce qu'il n'y a pas de dialogue? C'est trop tôt de le dire, mais est-ce que certains peuvent ne pas être d'accord avec ce projet? Je crois que oui. Ce projet a été initié par le colonel Assimi Goïta et le projet ou l'avant-projet lui a été rendu donc le mois dernier. Il a essayé de présenter quelques lignes de cette nouvelle constitution-là à la télévision, les grandes innovations. Mais après, le document, je ne sais pas si tous les partis ou tous les acteurs majeurs ont le document en entier qui est plus volumineux que celui de la Constitution de 92 qui était applicable jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a eu des innovations, il y a eu des changements. Est-ce qu'il y a eu un consensus autour? On peut dire oui et non. Si c'est oui, ben, on va au référendum et on verra à quel pourcentage les Maliens vont adopter ce projet-là. Mais s'il n'y a pas un consensus, je crois que le colonel gagnerait à recueillir les propositions de ceux-là qui ne sont pas d'accord pour enrichir, pour les reverser à la constituante qui a travaillé là-dessus, réunir. Parce qu'il vaut mieux faire un travail assez amélioré que de faire un travail qui va vite être retouché avec le prochain président. Vous voyez que si depuis 92 ils ont gardé cette constitution, c'est qu'en la mettant sur pied en ce moment-là, ils pensaient que c'était la meilleure constitution à l'époque. Ils pensaient avoir fait un bon travail, mais quelques années après, avec la pratique, avec le temps, en tout cas avec le coup d'État, les autorités qui sont là trouvent qu'il faut améliorer tout ça pour remettre la démocratie malienne sur le Mali et sur les rails, j'allais dire, et puis mettre les Maliens aussi, les ramener à mieux vivre. Donc c'est l'objectif de cette constitution-là. Elle est perfectible. On ne peut pas dire d'entrée que tout ce qu'on a fait est bon et qu'il faut l'adapter en l'état. Donc si il y a des craintes, s'il y a des remarques, s'il y a des observations, je pense que ces partis-là et ces personnalités-là qui émettent ces réserves-là sont parfaitement dans leur rôle. Pourvu que ce soit des observations pertinentes et que donc on en tienne compte pour améliorer ce texte-là et que à l'adoption finalement au référendum qu'on se rende compte que c'est une grande partie, une bonne majorité des Maliens finalement qui l'auraient adopté. Donc ce n'est pas une mauvaise chose qu'il y ait des observations si elles sont justifiées, si elles sont fondées. Il y en a qui ont des craintes sur une certaine stigmatisation des Maliens expatriés et leurs enfants. Certains pensent aussi qu'il y a des articles là, qui ont tendance à vouloir pérenniser les autorités de la transition, ce qu'ils ont envie de poursuivre. Donc tout ça, il faut regarder de près. Moi, je n'ai pas tout le projet, je ne connais pas les grandes lignes
cette constitution-là. Mais toujours est-il que ceux qui font les remarques, ce n'est pas n'importe qui. Ce sont des juristes, ce sont des chefs de partis politiques. Donc, ils ont quelque chose à apporter. Et si ces remarques-là sont pertinentes, je pense que si le gouvernement actuel veut mieux faire les choses, veut un grand consensus autour de ce texte-là, donc c'est de tenir compte de ces propositions et éventuellement améliorer le projet, l'avant-projet qui a été soumis en octobre dernier. Dans l'avant-projet, il est dit que le président de la République détermine la politique de la nation. Cela peut faire partie peut-être des points de blocage, Louis Kamako. Oui, mais je pense que nous sommes en 2022 et donc on doit normalement vivre en conformément avec l'actualité du moment. On peut pas être en 2022 et continuer par surfer sur une constitution de 1992. Ça, c'est le premier point. Au Togo, on réclamait celle de 92. Ça c'est le premier point. Le second peut-être, c'est que la constitution togolaise ne s'adapte pas au contexte africain. Moi, je parle en termes de période. Nos constitutions ne s'adaptent pas au contexte africain. Tout sont des copies-collées. Nous avons un juriste en face de nous. Il peut me taper sur les doigts si je suis en train de dire de bêtises. Allons-y. Donc c'est la nouvelle constitution, l'avant-projet du Mali qui est conforme aux réalités de l'heure. Oui, je crois. C'est-à-dire quand vous prenez par exemple une modification, un changement qui part des institutions qui demandent aujourd'hui que l'Assemblée nationale sera remplacée par deux chambres. Deux chambres avec la création d'un haut conseil national qui est l'équivalent d'un Sénat. Et donc, dans la nouvelle constitution, bien selon l'avant-projet de la nouvelle constitution, il est également dit que le gouvernement ou bien le Parlement ne va plus renverser le gouvernement. Et donc, le président de la République aussi n'a plus les prérogatives de dissoudre l'Assemblée nationale. Ce sont des innovations phares, hein. Il faut le noter, parce que pendant longtemps, ça a été comme ça. Le Parlement a le droit de renverser le gouvernement et l'Assemblée nationale, oui, le président de la République a également les prérogatives de dissoudre l'Assemblée nationale. Ça ne sera plus le cas. Donc pour vous, ce n'était pas bien avant, ça c'est meilleur. Non, mais c'est une innovation. C'est une innovation vu l'actualité ces derniers temps, vu ce qui se passe ces derniers moments sur le continent. Le gouvernement de transition malien a justement trouvé mieux qu'il faille évoluer dans ce sens-là. Et ils l'ont fait. Également, dans cette nouvelle constitution, il est prévu la création des cours de compte qui va contrôler les dépenses publiques, qui va contrôler en fait la gestion publique. Il y a également la création d'un conseil économique, tout ça. Et je pense que tout ça, ça va dans l'intérêt du peuple malien. Donc c'est pour ça que je trouve que cette critique-là, entre guillemets, pour moi, n'est pas fondée. Parce que le projet de loi en question a été déjà présenté et a été validé par un certain acteur politique. Maintenant, si à un moment donné, ou bien si à ce moment précis, l'opposant ou bien cette alliance-là trouve qu'il va falloir encore demander au gouvernement de mettre le projet de loi dans les tiroirs, non seulement il est en train de tirer le gouvernement de transition vers le bas, mais aussi tout le peuple malien vers le bas. Parce que je l'ai dit aujourd'hui, la primauté ou bien la question principale ou bien la mission principale de ce gouvernement de transition-là, c'est d'arriver justement à mettre les choses au clair, à justement remplir les conditions propices pour aller à une élection transparente et équitable. Donc, ils sont en train, ou bien le gouvernement s'y attelle. Et pourquoi ne pas l'accompagner? C'est ce qu'il faut plutôt l'accompagner. Et je l'ai toujours dit que le problème malien, parce que c'est de ça qu'il est question malheureusement, on n'en parle tout le temps avec le sentiment. On en parle avec le sentiment parce que il y a alors au même moment, Louis Kamako, est-ce que c'est obligé, cette question vous la permettez, c'est obligé à chaque fois d'applaudir le gouvernement malien dans ce qu'il fait, quand on sent l'opposition même sur le plan local? Non, mais est-ce qu'on est en train d'applaudir le gouvernement malien à tort à travers? Alors, non. selon le parrainage et la demande, à travers les faits. Ouais. Le parrainage, justement, et la demande voient les démarches du gouvernement malien aux antipodes. Et la demande aujourd'hui, ce sont des partis politiques sur l'échiquier national malien.
Ces deux partis politiques-là représentent quoi? Vous voulez dire que le gouvernement malien représente quelque chose? Il n'y a pas de baromètre non plus. Il y a aussi cette question de représentativité. Ceux qui sont là non plus, il n'y a pas de baromètre qui le eux, au moins, ils défendent les Maliens. Ils protègent les intérêts maliens. Qui vous dit que les autres ne défendent pas les Maliens? On a vu combien de fois le peuple malien a manifesté son soutien au gouvernement de transition. C'est-à-dire que ne nous permet pas d'aller, de regresser, quoi. On a déjà dépassé cette étape-là et on a tous constaté que le gouvernement de transition a le soutien du peuple malien. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Vous parlez de peuple? De peuple, effectivement. Vous me parlez de diversité de peuple. Mais je sais que, et moi je peux vous le prouver, qu'aujourd'hui, Bamako est de cœur avec le gouvernement d'Assimi Goïta. Si vous ne voulez pas le voir, tant mieux, quoi. C'est votre problème. Moi, je dis... Non, moi, je pose juste des questions. Donc, poser des questions et vous allez obtenir justement de répondre. Donc, il ne s'agit pas aujourd'hui de défendre à tort ou à travers le gouvernement de transition malien. Il arrive des fois aussi, je vous ai dit que s'il se comporte de la sorte, ce n'est pas bien. Ce n'est pas qu'à chaque moment, on est en train de dire que en fait, le gouvernement, là, il est semblant. Non, c'est pas ça. Il faut juste voir les faits et juger. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Kofi Naoté Kondo, le président de la République, détermine la politique de la nation. Mais comment faire si justement le président n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale? Vous êtes homme politique. Vous aidez. Non, vous savez, dans tous les cas de figure de gouvernance, ça a été toujours le cas. Que cela soit matérialisé, exprimé dans la Constitution ou pas, c'est le président qui marque la politique à développer. Aujourd'hui, quand nous prenons le cas du Togo, nous avons la feuille présidentielle sur laquelle le Togo est gouverné. Et c'est pour cela même que lorsque le président nomme le Premier ministre, celui-là doit aller devant l'Assemblée, les élus de la nation, pour exprimer sa politique. Et donc, dans tous les cas de figure, ça doit aller comme ça. Et donc, si aujourd'hui, on pose un problème au Mali, je crois que nous ne pouvons pas choisir la voie de la démocratisation et à la fois son contraire. Il va falloir que nous puissions marquer clairement notre intention pour que nous sachions ce que nous sommes en train de faire. Et nous sommes en politique, le Mali est en politique, et nous savons quand même qu'il y a des intérêts divergents où les gens tirent les ficelles, etc., en manipulant les acteurs politiques comme les différentes forces vives de la nation. Vous estimez que certains sont derrière la demande, le parrainage et la société civile? Demain, nous dira s'il faut l'affirmer ou non. Mais aujourd'hui, nous pensons que, tel que le schéma sur lequel le Mali est aujourd'hui, il y a des gens qui veulent l'échec de la junte, et aujourd'hui, les gens aussi qui veulent que les choses aillent au mieux, et les gens aussi qui s'alignent du côté de la population malienne. Et donc, de ces trois franges d'acteurs au niveau du Mali, il faut bien analyser les choses pour savoir quelles décisions prendre et comment orienter les choses au Mali pour que ce processus d'adoption de la Constitution par voie référendaire puisse amener le Mali à redevenir une nation soudée, une nation unique, une nation qui rentre glorieuse dans le Conseil des Nations, et qui ne sera pas critiqué à tort et à travers, où son président ne serait pas traité comme un vaurien ou un bon enfant par les chefs d'État d'autres nations. Je crois que c'est une nation qui a sa souveraineté et qui doit être respectée comme telle. Et c'est de cette dynamique-là que les Maliens devaient s'inspirer pour pouvoir accompagner le processus de démocratisation qu'ils sont en train d'amorcer aujourd'hui. Le Mali a pris un bon pas et ce n'est pas la classe politique qui doit mettre ça en échec. Et s'ils veulent le faire, je crois quand même que la jeune ferait autant de temps et au finish, c'est le syndrome de l'éternisation au pouvoir qui va piquer, et puis vous allez voir, les ficelles vont être taillées, et même si Assimi Goïta aujourd'hui a la bonne volonté de mieux faire les choses et de quitter, je crois qu'il ne fera pas vouloir rester parce qu'il a vu des ennemis derrière lui qui ne va pas se laisser faire. Alors cette souveraineté du Mali, tout le monde défend cela à sa manière. Jamais pour lui, sauf que le parrainage, la débat, la société civile, ce sont des Maliens aussi. Oui, ce sont des Maliens. Non, je crois qu'il ne faut pas toujours voir des manipulations. Il ne faut pas toujours voir des manipulations derrière cette sortie. Il faut tout simplement dire que même la junte
a demandé à ces partis-là de sortir pour qu'elles ne puissent pas aussi adopter dans le temps la Constitution et durer au pouvoir. On peut aussi aller à l'extrême, analyser ça comme ça, que c'est carrément la junte qui a orchestré ça. Mais prenons ça au premier degré, comme c'est fait, et disons que moi je n'ai pas le texte. Contrairement à lui qui semble maîtriser cette constitution qu'il applaudit à deux mains, moi je n'ai pas le texte, donc je ne peux pas me prononcer. J'estime que ceux qui font des remarques, il faut que celui qui a demandé le travail, qui est le colonel Assimi Goïta, qui est un militaire, qui n'est pas un homme politique, qui n'est pas arrivé au pouvoir par les urnes, qui a fait un coup d'État, il veut mettre de l'ordre, donc qu'il tienne compte des contributions qui peuvent lui permettre de mettre de l'ordre. Ce n'est pas dans son intérêt de faire une constitution qui sera adoptée par 50% des Maliens ou 49%, avec des abstentions et tout ça. Mais c'est dans son intérêt de dire qu'il a initié un projet qui a été adopté par une large majorité des Maliens. Ça voudrait dire que les Maliens sont derrière lui, puisque c'est lui qui a initié cette constitution. Donc, s'il y a des petits problèmes autour de certaines formulations et que des gens ne sont pas d'accord, c'est pas qu'ils sont contre la transition. Il faut tenir compte et améliorer le texte parce que ces textes-là restent perfectibles. C'est la Constitution de 92, quoi qu'on dise, les Maliens se disaient que c'était le meilleur texte du moment. Aujourd'hui, la junte présente ce texte-là comme c'est le meilleur. Demain, celui qui viendra au pouvoir présentera un autre texte comme le meilleur et ainsi de suite. Donc, c'est des textes perfectibles. Donc, c'est pour ça que j'ironisais un peu en disant à lui que ici, lui dit que 92 là-bas c'est dépassé, mais en 2017, c'était réclamé la Constitution de 92. Donc, c'est pour dire que les textes, c'est les textes, ce sont les hommes qui les font, les défont. Et si lui veut se mettre au-dessus de la mêlée, ça ne lui coûte rien de tenir compte des observations des uns et des autres et d'avoir la chance qu'à la fin, demain, imaginez que ceux qui sont contre appellent leurs militants à boycotter le référendum. Donc, c'est la légitimité de son projet qui prend un coup. Il va sortir avec un référendum, un résultat, et on dit, bon, les gens... Non, il a tout intérêt à avoir un maximum de Maliens derrière tout ce qu'il fait. Moi, je pense que si ce sont des remarques pertinentes, il faut qu'il en tienne compte et qu'il améliore ce texte. On ne peut pas dire que c'est parfait. Peut-être qu'il veut changer de régime carrément. Est-ce que c'est l'avis de tous les Maliens? Est-ce qu'on veut avoir un président beaucoup plus puissant? Et est-ce qu'on veut voir aussi une assemblée sans pouvoir, sans gouvernement? Est-ce que c'est de ça que le Mali a besoin? Donc, sans mécanisme de censure et qu'on soit en train d'apporter à cette constitution et qu'il souffre que les gens, les uns et les autres aussi, disent s'ils sont d'accord ou pas et qu'ils proposent autre chose. Moi, je ne vois pas cette sortie comme un frein au cours ou à l'avancée de la transition. Mais je pense que c'est des gens avertis, c'est des hommes politiques, c'est des juristes qui se prononcent et qu'on gagnerait à prendre en compte. Je ne dis pas de prendre totalement ce qu'ils disent en compte, mais en prendre en compte ce qui peut l'être et améliorer ce projet. Surtout avoir la chance qu'à la fin, ce soit une grande majorité de Maliens qui adoptent cette constitution-là. Le colonel Goïta gagnerait que ce soit le cas. Allez, on va marquer la pause pour le journal. On vous retrouve, chers invités, après pour la suite.